en esta sesión no hay traducción simultánea, entonces vamos a tener que pedirla con amabilidad a algunas personas que acá que sean bilingües, si hay necesidad de hacer traducción. Em, Et il n'y aura pas de traduction simultanée dans cette session. Donc, il y a certaines personnes qui sont bilingues dans la salle ou par Internet, par Zoom, et on leur demandera de faire la traduction si nécessaire. Je laisse la parole donc à Monsieur Luis Russo Martinez qui va présider la session. Merci. Mais- Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation à l'Académie nationale de médecine du Uruguay et à la Société de chirurgie de l'Uruguay pour les autorités de cette importante journée. Simplement pour commencer l'activité d'aujourd'hui, c'est la troisième session. Je voudrais présenter d'abord le thème, les sujets qu'on sera discutés ici. Les premiers sujets, c'est les, pour monsieur le professeur Jean-Claude Benamou. Monsieur Jean-Claude Benamou, c'est le président, mais ex-président de de l'Académie nationale de chirurgie de France. C'est chirurgien vasculaire des hôpitaux de Paris, professeur universitaire à la Pitié-Salpêtrière et de l'Université de Paris-Sorbonne. C'est officier de l'Ordre de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national de mérite. Et il est aussi assesseur de la présidente de la Commission nationale de France pour la UNESCO. Et je te donne la parole, Albert, pour développer le sujet. Merci beaucoup. Merci, Loïs. Et merci, je parlerai en français, bien sûr, mais je suis très heureux de participer à ce forum latino-américain, latino-français, pardon, consacré à l'intelligence artificielle. Et mon sujet, c'est de voir avec vous les grosses lignes du développement assez fulgurant de l'intelligence artificielle associée à l'ensemble des actes opératoires, qu'ils soient menés par des chirurgiens ou par des médecins interventionnels. Et je pense qu'on peut parler dès à présent de ce qu'on pourrait appeler les opérateurs augmentés. Parce que ça concerne l'ensemble du développement de toutes les disciplines chirurgicales. Et comme vous le voyez ici, je vais décrire plus précisément l'œil du chirurgien est complètement augmenté par des systèmes de visualisation péropératoire complexes qui vont permettre d'avoir une assistance intellectuelle, visuelle et péropératoire fantastique. De plus, après, l'acte opératoire lui-même est, comme on le voit sur cette image, est intermédié de plus en plus par des outils nouveaux qui sont plus ou moins des robots, plus ou moins assistés par de l'intelligence artificielle. Et le développement de l'IA va certainement transformer également. Ces robots vont devenir de plus en plus intelligents. Et on pourra faire un très grand nombre de choses qui fonctionneront essentiellement sur la visualisation virtuelle du patient qui est sur votre table d'opération et auquel vous allez faire des actes réels, mais qui sont intermédiés par des systèmes totalement virtualisés. Alors, donc, on pourrait résumer en gros que finalement, le chirurgien augmenté d'aujourd'hui, le médecin opérateur, il a un œil qui est augmenté parce que la reconnaissance des images, et vous allez avoir plusieurs interventions sur l'imagerie augmentée par l'IA, eh bien, la compréhension par l'œil de ce qui se passe à l'intérieur du corps humain va être complètement modifiée par les algorithmes qui vont compiler des milliers et des milliers d'imageries et vont permettre d'avoir une analyse beaucoup plus précise, beaucoup plus rapide des pathologies des patients. Ce qui change aussi, bien sûr, c'est la main du chirurgien. Donc l'œil et la main, habituellement, on résume le chirurgien à l'idée que c'est une main, mais en même temps, c'est maintenant une main différente, avec ce qu'on peut appeler les outils interventionnels. Un laser femtoseconde, c'est un bistouri d'un millionième de millimètre qui va opérer à l'intérieur de l'œil, et c'est une véritable opération. C'est un acte chirurgical opératoire à l'intérieur, avec des outils qui ne sont pas un bistouri au sens classique du terme. Et puis ce qui change essentiellement tout, c'est le cerveau.
c'est la compréhension, c'est ce qui va augmenter notre capacité d'analyse et de compréhension et d'action. Donc la transformation digitale n'est pas seulement chirurgicale, elle concerne l'ensemble de l'écosystème sanitaire, à tous les niveaux, que ce soit au niveau universitaire, administratif, organisationnel, disciplinaire, le métier, etc. L'ensemble est impacté par la transformation digitale et ça, c'est inexorable. Qu'on le veuille ou non, ce processus a lieu et il aura lieu. Et si on veut le résumer, eh bien, d'abord, la transformation repose sur quoi? Sur les grandes data, les big data, comme disent les Anglais, grandes datos. Et les grandes datos, c'est des millions et des millions de données. Et on va avoir besoin de centres de calculation, de calcul extrêmement puissants qui vont faire la différence entre un pays comme les États-Unis, où il y a actuellement à peu près 3500 centres d'analyse de grosses data. En France, en matière de santé, il y en a un important, Health Data Hub, environ 200 centres, donc un dixième de la puissance de calcul des États-Unis. Et puis, bien sûr, pour faire marcher le système, il faut les algorithmes qui vont permettre de faire. La machine va comprendre ce qu'elle voit. Elle fait un apprentissage à partir d'essais et d'erreurs. Et c'est le deep learning des machines qui va entraîner finalement tout le processus. Alors, la transformation chirurgicale va faire que la virtualisation du patient va faire qu'on va pouvoir opérer des mannequins virtuels. Et opérer des mannequins virtuels pour entraîner les jeunes futurs opérateurs, il n'y a rien de mieux que ce qu'on appelle la simulation synthétique. Et ça va se développer considérablement. Et c'est alimenté sans arrêt par une imagerie d'autant plus puissante dont vous allez parler tout à l'heure, chers collègues. En ce qui nous concerne, moi, je suis plutôt un spécialiste de la robotique et de l'amélioration de la robotique par l'intelligence artificielle. Et ça va concerner la possibilité d'opérer votre patient qui est sur la table d'opération. Vous l'avez en jumeaux virtuels et vous l'avez en comparaison avec les jumeaux virtuels d'une population virtuelle de patients qui ont été opérés soit dans votre région, soit dans votre pays, soit maintenant probablement dans le monde entier. Et vous allez avoir des consensus sur les opérations à mener, mais en même temps, instantanément, vous allez avoir un guide pour faire la meilleure application possible pour votre patient qui est sur votre table. Et c'est donc par ces outils-là, réalité virtuelle, réalité augmentée, au sein du métaverse, qu'on va parler véritablement d'un nouveau système des opérateurs augmentés. Donc l'intelligence artificielle a plusieurs objectifs et des ambitions énormes. Il faut reconnaître les modèles, il faut prédire les résultats, il faut utiliser finalement le nouveau cerveau, c'est les réseaux de neurones artificiels qui vont permettre cette compréhension, la réalisation de la vision 3D, de la réalité virtuelle et augmentée, de l'assistance pour le diagnostic, mais également pour tous les actes opératoires et tous les processus décisionnels. Alors, un mot, mais vous le savez tous, si vous êtes tous spécialistes dans l'IA, on est dans les big data, et vous ignorez probablement pas qu'on est passé en 2023-24 à l'ère de ce qu'on appelle le zetabit, et que ce n'est pas encore totalement le million de zetabits, c'est le yotabit, et que probablement assez vite, on aura la nouvelle unité de calcul de l'ensemble des datas accumulées dans le monde entier, ça va être l'ère des brontobits. Brontobit, c'est 10 puissance 27 mégabytes. C'est vraiment, c'est 10 puissance 3, on commence au méga, giga, téra, pétra, hexa, zeta, on y est, 10 puissance 21. Et on va passer à iota et brontobit. Peut-être que vous pourriez me donner plus de détails sur les chiffres actuels. Je n'ai pas réussi à trouver précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? ¿Qué hacemos? La regla de las 7V, la visualisation et la variabilité des données sur lesquelles il faut appliquer finalement un concept intellectuel qui est les données doivent être structurées. Pour être comparées efficacement avec les algorithmes, il faut que les données soient structurées. Alors l'IA elle-même générative va permettre, si vous faites un compte-rendu opératoire incomplet, l'IA va vous dire
ben, il vous manque des éléments dans votre description de votre patient, de votre compte-rendu opératoire. Et il va vous conduire à compléter votre data. Si elle n'est pas complète, elle ne va pas être intégrée. Ou alors, il faudra avoir une moindre efficacité. Donc, on va avoir une variété de volumes, une rapidité considérable, des volumes considérables. Ce qui compte aussi, c'est la véracité des données et ce que va faire la valeur. Et à partir de tout ça, le système d'extraction des données, de la transformation des données et du loading des données va conduire à un système qui va permettre l'intelligence artificielle, qui va permettre de comprendre ce qui se passe et d'avoir une signification de ce qu'on fait. Alors, je vais aller plus vite. Simplement, vous en êtes probablement tous persuadés, mais le nombre d'études publiées discipline par discipline médicale entre 2010 et 2020, vous voyez la courbe exponentielle, le nombre d'études publiées sur les grandes revues de la littérature, etc. Actuellement, on en est là, on s'est arrêté à 2020, et vous voyez, probablement, on a multiplié par 10 ou 20 ce chiffre-là. Le nombre d'articles publiés sur IA dans la littérature internationale est considérablement augmenté tous les jours. Actuellement, si vous faites des études sur le nombre d'études publiées en chirurgie, il y en a environ 2000 sur le plan international. 3000, les radiologues nous en diront plus tout à l'heure, combien vous avez collecté de données radiologiques étudiées publiées sur les systèmes de revues internationales. C'est de l'ordre de 3000, c'est dans les données que j'ai vues dans un article publié sur ce sujet, mais également en médecine interne. Vous voyez, là, c'est là où il y a le plus de publications, mais après, on décline par spécialité, cardiologie, neurologie, etc. Et donc, ça veut dire que ça occupe tout le monde. Toute la médecine est embarquée. Et les chirurgiens, là, je vous ai pris quelques exemples sur la chirurgie plastique, mais c'est extraordinaire. Il suffit de vouloir lire ces papiers et vous allez voir que ça va concerner tous les sujets. En quoi l'IA va améliorer l'éducation et la formation en chirurgie plastique? Ça, c'est un papier sur ce sujet. Vous allez avoir, à partir d'autres réflexions que j'étudie actuellement en chirurgie plastique et esthétique, etc., est-ce qu'il y a des médicaments sénolytiques qui vont permettre de réduire le vieillissement du corps humain? Il y en a. Eh bien, actuellement, une étude vient d'être publiée sur près de 5000 molécules qui ont été potentiellement sénolytiques. Elles ont été analysées en 5 minutes par un système d'IA et ça a permis d'extraire 3 ou 4 produits qui semblent intéressants et que la recherche des laboratoires sur laquelle les laboratoires vont miser pour chercher à aller plus loin dans les descriptions de développement de ces produits. Alors, l'autre secret du système, c'est les réseaux de neurones. Sensibilité et spécificité des données, à partir de data structurées, eh bien, vous allez avoir une efficacité considérable de la collection de données pour obtenir un résultat. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pareil ça, je pense que les radiologues vont vous en dire plus que moi, parce que c'est véritablement comment, à partir d'une image avec un signal faible et un signal fort, on est capable finalement, grâce au deep learning, à obtenir la meilleure résolution d'une image pour obtenir une image significative et intéressante sur le plan médical. Et c'est pareil sur le plan maintenant de l'analyse, et de plus en plus avec la nouvelle IA, on va avoir la vidéo, pas seulement à l'image statique, mais les images vidéo, les films de radiologie vasculaire, cardiaque, tout ce que vous voulez. Eh bien, avec ces systèmes de réseau circonvolutionnels, eh bien, on fait ce qu'on appelle l'augmentation cérébrale, la compréhension de tout ceci. Et bien sûr, on associe l'IA à toutes les machines diagnostiques. Là, vous avez un échographe associé à de l'IA qui va permettre en vasculaire d'avoir facilement une télémanipulation, même à distance, à 5000 km de distance, vous allez pouvoir faire un examen de bonne qualité. Et bien sûr, dans la pratique chirurgicale qui m'occupe, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les robots opérateurs vont devenir augmentés par l'intelligence artificielle. Comment on va faire qu'un acte, pardon, je suis allé trop vite, excusez-moi, je suis en arrière. Là, j'espère que tout le monde me comprend. La robotica aumentada, eh bien, comment on fait pour obtenir finalement une compréhension par la machine, par la visualisation, la reconnaissance des structures
et les gestes les plus adaptés pour une coagulation, pour un coup de bistouri, pour une extraction, pour circonscrire une tumeur, etc. Alors, évidemment, tout ceci ne marche bien que par la possibilité d'obtenir ce qu'on peut appeler des clones virtuels ou des jumeaux digitaux. Et donc, à partir de l'imagerie qui a été réalisée la meilleure possible, etc. Avec le système de deep learning, la machine est actuellement capable de reconstruire. Elle mettait en 2019 4 heures pour une reconstruction semi-automatique du système avec une intervention humaine. Actuellement, en 2020, et probablement c'est encore mieux maintenant en 2024, c'est une image que m'a donnée Jacques Maresco, collègue que vous connaissez tous de Strasbourg. En 2020, en moins de 10 minutes, et une analyse complètement automatique, vous avez un arbre vasculaire pulmonaire complètement détaillé avec les points lésionnels, tout ce qui va permettre de guider le chirurgien. Le chirurgien, il y a des exemples multiples. Je ne passerai pas toute ma conférence à vous détailler comment la robotique va être complètement aidée par l'IA. Par exemple, si vous voulez aujourd'hui faire une injection de Botox pour paralyser certains muscles de la face dans différentes indications esthétiques ou fonctionnelles, par exemple hypertrophie des masséters, des choses comme ça, eh bien, vous pouvez avoir un masque virtuel du patient, de toutes les structures sur lesquelles vous voulez faire des points d'injection de toxines botuliques, et ce robot, qui est un outil actuellement développé par une société française, le LENA, permet d'automatiser le geste avec une injection de parfaite sécurisation du geste. Et c'est en cours de développement. Évidemment, tous ces robots passent par des phases d'expérimentation, recherche de financement, etc., pour obtenir qu'ils passent à l'échelle industrielle. C'est en cours sur ce dossier. Vous avez aussi, je ne vous montrerai pas le film, mais simplement une collègue de Genève, chirurgienne orthopédiste, qui actuellement modélise le corps humain sur des systèmes complètement virtuels à partir de l'enregistrement réel, par exemple, de la marche d'un patient pour analyser quelle va être la prothèse de genou la plus adaptée à l'arthrose de ce monsieur, etc. On va analyser finement avec des outils extraordinairement efficaces les problèmes de marche, les problèmes de plateau tibial, à changer, pas changer, tel type de prothèse va être utilisé plutôt qu'une autre. Et donc, c'est véritablement un progrès considérable qui permet de changer complètement les indications opératoires et de faire ce qu'on peut appeler une médecine personnalisée. Et c'est l'objectif en particulier de l'IA, cette possibilité extraordinaire qu'on a d'utiliser les clones virtuels des patients pour bien évaluer déjà les opérateurs eux-mêmes, sans mettre en danger quiconque, ni les animaux, ni les êtres humains. Et donc, on entre dans les domaines de la simulation synthétique. Et donc, voilà comment on peut aujourd'hui, par exemple, ça c'est à Amiens, vous voyez, on a un mannequin qui représente avec sa colonne vertébrale, etc. Comment on va mettre une tige de redressement pour une scoliose de la colonne vertébrale. Tout ceci va être fait sous contrôle, comme si on était en salle d'opération, mais sur un mannequin. Alors, il est soit un mannequin physique, soit un mannequin complètement virtuel. Et ça, c'est aussi extrêmement appréciable parce que tous les opérateurs sont à la recherche de ce type d'entraînement. Je terminerai encore par une citation du professeur Jacques Maresco de l'IRCAD à Strasbourg, que Louis Rousseau, tu connais très bien, et qui a bien défini finalement cette mutation dans laquelle nous sommes entrés avec l'intelligence artificielle, la simulation, la robotique en chirurgie. On est passé de l'ère industrielle à l'âge de l'information utile pour faire que eh bien, quels sont les points clés? C'est qu'on peut obtenir en utilisant au mieux les ressources de l'intelligence artificielle, la planification chirurgicale, considérablement un sujet majeur, bien sûr, grâce à une analyse extraordinairement efficace de l'imagerie médicale, qui va permettre de construire
une optimisation des flux de travail à l'intérieur du bloc opératoire, avoir des résultats prévisibles, avec une sécurité quasiment exceptionnelle. Donc il faut aller dans ce sens-là parce que les résultats, si on se conforme aux guidelines venus de l'expérience populationnelle sur tous les jumeaux numériques des patients, on va obtenir finalement, en salle d'opération, vous avez toute la littérature mondiale qui entre dans vos mains et dans votre œil. Et vous pouvez agir en fonction de ça. Et donc, la normalisation des procédures va être complètement, va impacter la régulation pour obtenir la sécurité. Alors, tout ceci va avoir entraîné forcément des problèmes de gestion administrative, politique, de financement, etc. Et pour nous, et là je partage, je pense, ces sujets avec l'Académie de chirurgie de l'Uruguay, c'est ce qui compte pour nous, les chirurgiens, mais également pour l'ensemble des professionnels de santé, c'est de rester, grâce à l'IA, et pas contre l'IA, mais avec l'IA, dans un esprit de responsabilité et d'éthique médicale, au bénéfice des patients. Voilà, en résumé, ce que je peux vous dire. On pourrait passer beaucoup plus de temps à vous faire des démonstrations, à entrer en salle d'opération. Je sais que Louis Rousseau va venir à Paris. Nous faisons une conférence fin du mois sur la formation pratique des opérateurs augmentés au ministère de l'Enseignement supérieur français du 28-29 octobre à Paris. Et le 28-29 novembre, un mois après, on fait une autre conférence nationale et internationale sur ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie 4.0, qui est la nouvelle demeure des chirurgiens humains. Merci beaucoup, Albert. Excellente conférence. Merci beaucoup. Euh, Pardon d'avoir parlé en français, mais mon espagnol n'est pas aussi bon pour dire tout ce que je veux dire sur ce sujet. Merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie. Et pour une raison de temps, Bien sûr. je donnerai la parole à la professeure Catherine Adamboum. La professeure Adamboum, c'est radiologue, professeure émérite de la faculté de médecine de Paris-Saclay. Et c'est très important sa conférence parce que c'est la liaison entre la chirurgie et l'imagenologie. Elle parlera à propos de l'intelligence artificielle en radiologie, comment et pourquoi. Professeur, la parole, c'est pas. Oui, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre invitation. J'aurais vraiment souhaité pouvoir être avec vous physiquement à Montevideo, mais ça n'a pas été possible pour des raisons techniques. Mais je suis très, très contente de partager mon expérience de radiologue avec vous tous qui n'êtes pas tous radiologues. Alors, tout d'abord, je n'ai pas. Je vais vous parler en français parce que ça n'est pas possible, mon espagnol n'est pas suffisant pour que je vous parle en espagnol. Et la traduction a été faite par le logiciel DeepL, donc j'espère qu'elle est correcte. Alors, tout le monde s'accorde dans le monde entier pour dire qu'il faut apprendre et s'adapter en pleine responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé. Et je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Monsieur le professeur Benamou au sujet du fait que tous les domaines de la santé vont être touchés. Le deuxième point, c'est que nous ne disons pas vraiment quelque chose de nouveau, puisque déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, Héraclite disait que rien n'est permanent sauf le changement. Et effectivement, nous sommes en évolution, en mutation, peut-être en révolution. Je ne sais pas, nous ne savons pas encore pour le moment. Et le fait est que je confirme que, en ce qui concerne la radiologie, les publications sont très éloquentes puisque nous avons plus de 2500 pages de référence entre 2000 et 2024.
et que nous avons 5 fois plus de références disponibles entre 2018 et 2024. Donc ceci indique qu'il y a vraiment un intérêt énorme de toute la communauté radiologique et scientifique en général pour ces méthodes d'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle a un énorme potentiel. Je vous propose de compléter le topo de Monsieur Benamou en vous montrant un petit peu ce qu'on peut faire en radiologie. Mais il y a aussi des points de vigilance que je voudrais partager avec vous et des questions qui restent ouvertes, en particulier en matière de santé, en matière d'éthique et en aspect réglementaire. Alors, on peut probablement commencer par rappeler que l'IA, en tout cas en radiologie, repose sur 2 paradigmes principaux qu'on peut schématiser en parlant d'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est la modélisation des connaissances à partir de formalismes que l'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'on va se servir de l'organisation spatiale des organes plutôt que de la forme de ces organes, parce que lorsqu'il y a une pathologie qui se développe, en général, l'organisation spatiale est mieux conservée que la forme des organes. Et puis, il y a, ce qu'on connaît tous, les méthodes d'apprentissage statistique, mais qui supposent d'avoir des bases de données importantes, qu'on appelle les réseaux de neurones. Et donc, de plus en plus, les mathématiciens vont se servir de l'IA qu'on appelle hybride, qui combine les 2 approches symboliques et sur apprentissage statistique. Cette IA hybride va faire le lien, et c'est un lien qui est en particulier très utile lorsque les bases de données sont insuffisantes, en particulier lorsque l'on parle de maladies rares ou bien en pédiatrie, et c'est un domaine, puisque je suis radiologue pédiatre, c'est un domaine dans lequel je suis personnellement particulièrement sensible. Alors en pratique, en radiologie, il y a un double apport de l'intelligence artificielle. Sur les tâches interprétatives, donc détecter, classifier, caractériser, quantifier, donner des paramètres tissulaires, mais également l'IA va nous aider énormément sur les tâches non interprétatives, l'acquisition du flux des images et l'information médicale, ainsi que le compte-rendu. On va commencer par envisager quelques exemples qui ont déjà été abordés par Monsieur Benamou, mais je vais les aborder sur un plan plus particulièrement radiologique. L'aide pour les tâches interprétatives constitue un très vaste champ. Alors, par exemple, nous pouvons détecter, localiser, segmenter, c'est-à-dire contourer les organes, contourer des pathologies, les rendre encore plus accessibles aux chirurgiens ou bien aux radiologues interventionnels. On peut également, avec cette intelligence artificielle, aider à la communication entre collègues, mais également lors de la formation des jeunes, ça a été évoqué, et puis pour que le patient comprenne ce qui va lui arriver et le schéma thérapeutique qu'on peut lui proposer. Et enfin, pour le suivi des patients, on peut par exemple lui montrer le suivi d'une croissance tumorale ou bien ce qui se passe après une intervention, que ce soit une intervention percutanée ou une intervention plus classique chirurgicale. Alors, on vous a montré ce type d'exemple et vous voyez qu'effectivement, en quelques secondes, moins en général que quelques minutes, on peut extraire du thorax l'arbre vasculaire, l'arbre bronchique, et ceci est très simple. Alors, on peut donc segmenter, on l'a dit, caractériser les images en termes de forme, de densité, de texture, et là, on va pouvoir extraire des paramètres, et progressivement, on va arriver à l'imagerie opportuniste qu'on va développer un petit peu plus dans quelques instants, c'est-à-dire qu'on va extraire au sein d'un examen qui n'est pas demandé pour cette raison, des paramètres qui peuvent intéresser le patient en termes de suivi et de santé, et on va pouvoir quantifier macroscopiquement une taille, un volume, une croissance, un temps de doublement tumoral. Toutes les modalités d'imagerie sont concernées, que ce soit
la radiologie, l'échographie, le scanner, la résonance magnétique, mais également la médecine nucléaire, etc. Quelques exemples en pratique concrète. L'IA va pouvoir détecter des fractures, en particulier chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, détecter des anomalies sur les radiographies de thorax, détecter des cancers du sein, aider aux mesures orthopédiques, des mesures de scoliose, des mesures de déformation des membres inférieurs, détecter des arthroses, et elle va pouvoir évaluer l'âge osseux qui est très utile lors de la croissance des enfants et des adolescents. Voilà un exemple de détection automatique d'une fracture. Alors, bien entendu, toutes ces détections de fractures doivent être soumises à une validation qui est assurée par le constructeur, mais des myriades d'articles sont disponibles dans la littérature afin de valider ces détections de fractures dans des conditions in vivo, c'est-à-dire de vie réelle. On peut aussi, ce qui est très intéressant, mesurer automatiquement la position correcte d'une intubation trachéale par rapport à ce qu'elle doit être et la corriger si besoin. On peut détecter des nodules pulmonaires en quelques secondes et on peut les surveiller au fil du temps. Et ainsi, je peux vous multiplier les exemples à l'infini, mais je ne vais pas le faire. On peut détecter des embolies pulmonaires et les suivre, des hémorragies cérébrales, des anomalies artérielles, des tassements vertébraux qui, vous le savez, surviennent avec l'âge, des pneumopéritoines, des anomalies intra-abdominales. Et on peut également avoir un score calcique coronaire et des paramètres tissulaires divers. En IRM, c'est exactement la même chose. On va pouvoir quantifier une atrophie cérébrale, soit lors d'une pathologie néonatale, mais aussi lors du vieillissement des patients, des sujets. On va pouvoir segmenter et quantifier la charge d'une maladie démyélinisante, comme lors d'une sclérose en plaques, et on va pouvoir détecter, mesurer, suivre des malformations vasculaires intracérébrales, comme par exemple les anévrismes intracrâniens. Alors vous voyez, ici c'est l'exemple d'un nouveau-né qui est né prématurément et grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. On ne voit pas vos images, je suis désolé. Elles sont pas... Pardon? Les images ne sont pas partagées, on ne les voit pas. Allez, voilà. D'accord. Voilà, merci. Voilà, moi, mon écran est partagé. Donc, vous avez l'image de base avec la substance blanche et le cortex, la segmentation, et vous pouvez ainsi avoir des chiffres volumétriques, et on peut extraire d'autres paramètres également, quantification de substances blanches, de substances grises, corticales, noyaux gris centraux au centre, etc. Et ceci a un intérêt pour comprendre, pour essayer d'appréhender de façon prédictive quels sont les nouveau-nés qui vont être à risque de développer des troubles cognitifs. Et là, je pourrais également augmenter la liste à l'infini pour les os, les vertèbres, la détection des cancers de prostate, la détection de lésions orthopédiques, etc. Voilà un exemple de segmentation automatique et de calcul de volume de fraction d'éjection cardiaque et de calcul de score calcique, le score d'Agaston pour les maladies coronaires. Alors, on peut également compiler certaines images ne passent pas, mais ce n'est pas grave. On peut calculer les mesures de densité minérale osseuse, on peut calculer les hauteurs vertébrales, et puis on peut calculer des paramètres qui se situent dans l'imagerie dite opportuniste. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'utiliser rétrospectivement des données qui sont fournies dans des scanners thoraco-abdominopelviens et d'extraire des tas d'informations qui peuvent être utiles. Par exemple, la densité minérale osseuse d'un patient, la sarcopénie,
les calcifications coronaires, la charge musculaire, la stéatose, la quantité de graisse contenue, et ceci va donner des informations. Donc ici, la densité minérale osseuse, ici, la segmentation vertébrale, mais ici, la segmentation de l'aorte dans ses différents segments et la présence ou non de calcification. Et à titre d'exemple, plus de 50 millions d'explorations thoraco-abdominales ont été effectuées aux États-Unis en 2017, et l'utilisation de coloscanners à titre de dépistage ont révélé plus d'anomalies en termes de cancers non colorectaux que de cancers colorectaux. Donc, bien entendu, on va voir que ces questions vont poser des problèmes éthiques dont il faut s'emparer et voir comment on fait pour avancer. En ce qui concerne les tâches non interprétatives, l'IA est extrêmement utile parce qu'elle va permettre d'optimiser l'acquisition des images en termes de diminution de dose d'irradiation, de temps d'acquisition, d'amélioration de qualité des images. Elle va permettre de standardiser des protocoles d'acquisition dans tout le territoire français, voire dans le monde entier. Elle va donner de l'aide au compte rendu, et puis elle va permettre de prioriser les patients qui ont besoin de soins plus urgents que d'autres, notamment dans des situations critiques. Enfin, ceci nécessite des interfaces de communication qui vont permettre d'alerter les collègues cliniciens à partir des données radiologiques. Alors, l'IA et la radiologie, quels sont les objectifs? L'objectif, c'est certainement, premièrement, d'augmenter la précision diagnostique pour améliorer le plan thérapeutique et donc la santé des patients. Mais c'est aussi de donner un indice personnalité de risque pour chaque patient de façon à les prévenir. Alors, sur quel point faut-il être vigilant? Il faut être très vigilant sur la transparence des modèles utilisés pour générer les données. Et malheureusement, les bases de données sont souvent opaques. On ne sait pas très bien sur quels patients, sur quelles personnes ont été opérées les bases de données, et il est très difficile de le savoir. Donc c'est un point de vigilance très important. Ensuite, il faut vérifier toujours sur ces bases de données quelle est la population qui a été représentée. Et on sait bien que si c'est une population d'un certain âge, eh bien, la population plus vieille ne sera pas représentée. Les méthodes de validation des algorithmes sont un point de vigilance très important. Est-ce qu'ils ont été validés uniquement in silico, ou est-ce qu'ils ont été validés in vivo, en vie réelle? Alors, quels sont aussi indépendamment de cette validation d'algorithmes et de la transparence des bases de données, il faut vérifier que les 10 points d'aspects technoscientifiques sont bien validés également. La sécurité, l'efficience, l'accessibilité, tout ceci est parfaitement résumé dans ce document très intéressant qui résume tous les points de vigilance concernant l'intelligence artificielle en matière de santé. Donc c'est un document récent qui a été publié en 2024. Alors, il faut également s'assurer de l'algorithmovigilance en temps réel. Et ceci est difficile, car le temps médical que nous avons pour valider est supérieur au temps informatique d'émergence de différents algorithmes. Enfin, il faut préciser ce que c'est exactement que le contrôle humain. On parle toujours du contrôle humain, mais qu'est-ce que c'est que ce contrôle humain? Est-ce que c'est simplement une signature sur un compte-rendu? Sûrement pas. C'est en fait la responsabilité engagée du radiologue, et en tout cas de l'expert humain, et seul l'expert humain va pouvoir gérer les scénarios imprévus
Et on l'a vu au moment du Covid. Et enfin, il va falloir s'emparer. Monsieur Benamou l'a évoqué, et toutes les spécialités médicales en santé sont touchées, des conséquences politiques et économiques de l'utilisation de cette nouvelle technologie. Je vais vous donner un exemple pratique. Nous savons calculer l'âge osseux, et c'est un âge osseux qui a une utilité en matière de santé, en matière d'endocrinologie pédiatrique. Mais que penser du fait que les magistrats pourraient s'emparer de cet âge osseux et pourraient calculer cet âge osseux afin d'évaluer l'âge osseux des migrants, alors même que les différentes conférences de consensus ont bien statué sur le fait que les âges osseux ne peuvent pas être utilisés actuellement en termes de fiabilité. Alors, en résumé, il faut promouvoir la participation de l'expert humain, et donc en ce qui me concerne du radiologue, dès la conception de l'algorithme jusqu'au moment où on va l'utiliser. On peut le faire, mais faut-il le faire et dans quelles conditions faut-il le faire? Enfin, le temps qui nous est libéré doit servir à dialoguer avec le patient, notamment dans les consultations multidisciplinaires. Et il faut bien comprendre et expliquer au patient quel est l'intérêt pour lui-même de l'algorithme et de ce qu'on va lui proposer. Et ceci est particulièrement prégnant pour l'imagerie opportuniste. À quoi servira ces données paramétriques s'il n'y a pas de traitement derrière ou de prévention derrière? Alors, donc, de nombreuses questions restent posées, et en particulier l'interopérabilité. Il faut un langage commun et il faut que les algorithmes puissent communiquer les uns avec les autres. Il y a des questions de santé publique qui se posent, on l'a vu, en matière de santé publique notamment, mais le fait est que l'intelligence artificielle est un outil qui est extrêmement puissant, qui est incontournable, comme l'a dit Monsieur Benamou, et que il est indispensable d'en comprendre et d'en appréhender le champ d'application, d'en comprendre et d'en appréhender le mode de fonctionnement et ses limites. Et il faut certainement se centrer sur ce que la machine ne peut pas faire ou fait insuffisamment bien. Et nous pensons, pour tous ceux qui ont réfléchi à la question, que l'intelligence artificielle est non seulement un outil incontournable, mais une opportunité extraordinaire de réfléchir sur la valeur humaine du soin, de ce qu'est le prendre soin, et en matière de santé. Donc, je remercie infiniment le professeur Laredo, radiologue, avec lequel j'ai beaucoup échangé sur ce sujet, et la professeure Bloch, chercheuse mathématicienne, avec laquelle j'ai une collaboration depuis une vingtaine d'années. Merci infiniment de votre attention et pardon d'avoir dépassé un peu mon temps de parole. Bravo. Oui, Muchas gracias. merci beaucoup pour votre excellente conférence. Et je vais passer à la prochaine conférence, malheureusement. Mais la professeure Isabel Cornejo Plaza está conectada de Chile. Perdón que yo parle en español. Isabel Cornejo. No, no parece estar conectada. Oh, on doit continuer un peu. Et la dernière exposante, c'est Nathalie Nevejean de France. Il est là? Tampoco parece estar conectada. Non, Elle n'a pas l'air connectée non plus. il n'est pas connecté. Encadrement juridique et Je voudrais poser une question, peut-être une minute, il se connecte. Et alors, j'ai une question pour vous. Et, si c'est il y a, bien. il y a une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire
je pense, aujourd'hui. C'est environ 2 points. La prise en charge des malades, qui semble une question absolument d'élaboration intellectuelle pour les médecins et professionnels, bien sûr, et techniques. Et l'autre, la prise de décision chirurgicale. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle pour l'avenir en ces deux aspects? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que le bloc opératoire du futur, et déjà aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples. Par exemple, à l'hôpital Paul Brousse, Villejuif, il y a un bloc opératoire dit augmenté, le BOPA. Et c'est un programme qui est à la fois un système assez complet où autour du patient et du chirurgien et de l'équipe chirurgicale et de l'équipe anesthésiste et des machinistes, des ingénieurs, tout est intégré dans un système d'information global. Et c'est à partir de cette capacité qu'on a de, de prendre conscience de l'ensemble des problématiques et comment elles peuvent être améliorées les unes par rapport aux autres, comment l'équipe anesthésique peut devenir plus performante par rapport à l'acte opératoire qui devient de plus en plus complexe, etc. Comment tout ceci peut se fonctionner pour une augmentation finalement de la performance, durée d'intervention, moindre agressivité, etc. Ben, c'est possible et c'est d'ores et déjà, et donc c'est ce qu'on appelle aussi, on a aussi une espèce de capacité nouvelle. On parle toujours d'apprentissage des chirurgiens, mieux se former, etc. Mais les apprentissages, maintenant, doivent être fédérés, doivent être organisés en réseau, parce qu'on est capable de communiquer à beaucoup plus grand nombre et à faire qu'il y ait une interaction avec le plus grand nombre et l'unique. Le patient unique, c'est ton patient sur lequel tu veux le meilleur résultat. Mais tu ne l'obtiendras que si tu es en capacité de faire que l'intelligence collective entre dans ton système. Voilà. Moi, je pense que c'est ça l'avenir et c'est le bloc opératoire du futur. En France, on a créé une agence pour l'innovation en santé. C'est nouveau parce que l'administration est en général plutôt régulatrice, normatrice, réduire, être sûr, absolument. Pousser pour l'innovation, c'est compliqué parce qu'on prend un peu des risques. Il faut changer les paradigmes et il faut faire entrer dans une disrupture. Donc, c'est compliqué. Mais en même temps, il faut le faire en sécurité le maximal pour les patients. Et bien, ces processus-là d'apprentissage fédéré, en réseau, local, régional, national, international, c'est devenu le réel de nos blocs opératoires. Et le partage, par exemple, je vous parlais de l'hôpital Paul Brousse, maintenant, il y a un programme de soutien par l'AIS, l'Agence pour l'innovation en santé. Comme ce programme expérimental du bloc opératoire de demain fonctionne, ben, il faut le dupliquer sur un plus grand nombre d'hôpitaux en France. Il y a donc le programme BOPEX, qui est né du BOPA, pour expérimenter cette innovation. Voilà ce que je peux dire. C'est un processus complet. Mais je peux vous montrer, si je peux partager encore une image, puisqu'on a du temps, je peux vous montrer une image absolument pour vous faire comprendre ce que moi je vois dans l'apparition de la réalité virtuelle dans le système. Là, je vais vous partager et je vais augmenter cette image. Est-ce que vous voyez mon image? Là, on est Très bien, très bien. On est en chirurgie cardio-pulmonaire, thoracique. Voilà, vous avez tout l'arbre. Le chirurgien, dans son casque, il voit, il y a déjà l'image radiologique augmentée qui est derrière, en face de lui. Dans son casque, il a tout en 3D. Il peut déployer ce qu'il veut, telle ou telle image. Au moment opératoire, il a besoin d'aller là plus particulièrement. Et en même temps, il va faire ressortir l'arbre vasculaire sur lequel il y a là la petite tumeur verte sur laquelle il doit aller pour enlever. Et ces instruments-là, alors là, il a ses mains, mais ça pourrait être un bras opérateur qui est à la place de ses mains.
Et donc, on va pouvoir agir à l'intérieur comme ça et en direct, en salle d'opération, et tout le monde va pouvoir voir ce que le chirurgien voit. Parce que autour de lui, tout le monde peut mettre le casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Merci beaucoup pour votre apport. J'ai une dernière question pour Catherine. C'est plus facile de dire Catherine pour moi que Adam Baum. Donc, voilà. Les- c'est vrai que les diagnostics radiologiques, c'est peut-être le plus important pour son application clinique. Et, aujourd'hui et pour le futur, c'est vrai que sera traversé pour l'intelligence artificielle. Et, ce qui m'inquiète, c'est que c'est comment qui sera ou comment vous voulez la responsabilité médico-légale de radiologues dans l'entournement de l'intelligence artificielle. Ah bah, oui, oui, déjà, vous pouvez tout à fait m'appeler Catherine, c'est plus facile que mon nom. Il est très clair que la responsabilité morale, juridique et déontologique sera portée par le radiologue, la personne qui utilisera la machine et le logiciel. Comme aujourd'hui, si vous voulez, quand quelqu'un se sert d'un scanner et qu'il y a une erreur avec le scanner, le radiologue est responsable. Mais le radiologue pourra se tourner vers le constructeur du scanner si le constructeur du scanner a la responsabilité de l'erreur qui s'est produite. Mais la responsabilité juridique, morale et d'ailleurs déontologique sera portée par l'humain. Elle est portée par l'humain. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça d'ailleurs qui a arrêté dans un autre ordre d'idées. C'est un grand écueil pour la voiture autonome. Dans un autre ordre d'idées. Merci beaucoup. Je donnerai la parole au docteur Arcos. Sí. Una pregunta para Catherine, muchas gracias por su conferencia. Entre los 10 puntos que citó a cuidar, me preocupa el de la accesibilidad. ¿Vous comprenez? Il vaudrait mieux que vous me le traduisiez, s'il vous plaît. Non, donc je peux traduire un peu. La question, c'est qu'à propos des 10 points que vous avez donnés, c'est les plus inquiétantes, c'est la accessibilité. Qu'est-ce que votre avis est? L'accessibilité, c'est ça dont vous me parlez. Je continue. C'est- En América Latina hay grandes diferencias entre los equipos de imagenología de las distintas ciudades. La réalité de l'Amérique latine, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre l'équipement d'imagerie entre les différentes populations, cités, en hôpitaux aussi. ¿En qué podemos trabajar para que la inequidad no aumente exponencialmente? À qui nous pouvons travailler pour, pour mettre une solution à la inéquité. Alors, si j'ai bien compris votre question, vous vous interrogez sur la façon dont l'intelligence artificielle peut suppléer aux déserts médicaux. C'est ça? Oui, c'est Certaine comment manière, oui. l'intelligence artificielle et une autre choses pourront à nous aider pour, pour chercher une solution à la inéquité, à l'accessibilité et démocratiser la qualité de la radiologie. Alors, je pense qu'il y a deux volets sur l'accessibilité à l'IA. C'est que, premièrement, l'IA, si elle est utile, doit être accessible.
On doit la rendre accessible et plusieurs avis éthiques en France ont clairement écrit cela. Si son effet est démontré, elle doit être rendue accessible. Le deuxième point, c'est que dans les déserts médicaux, il ne faut pas que les politiques sanitaires s'imaginent que l'IA va pouvoir remplacer le médecin manquant. L'IA va permettre une autre organisation, mais elle ne va pas remplacer le médecin manquant, ça n'est pas possible. On peut imaginer en radiologie qu'il n'y ait pas suffisamment de radiologues, ce qui est le cas pour interpréter toutes les radios d'urgence d'adultes. On peut imaginer qu'il y ait un technicien, un manipulateur, avec un logiciel d'IA, mais à un moment donné, il faudra un expert humain pour vérifier. Donc, il faut repenser, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Benamou, il faut repenser le système de façon collective et utiliser l'IA de manière à potentialiser les circuits. Mais on ne peut pas dire il manque quelqu'un, donc on va mettre un algorithme d'IA pour interpréter les fractures. Ça n'est pas possible. Merci. Une autre question? Il y a? Il n'y a pas? On peut juste faire un commentaire sur Oui, Albert-Claude oui, Benamou, si vous me permettez, parce que je suis assez en phase avec ce que vient de dire Catherine. L'idée, c'est quand même que la démocratie sanitaire doit bénéficier au plus grand nombre. Certes, il y aura toujours, ce que vous avez dit, euh, des déserts médicaux, des déserts chirurgicaux, malheureusement, des déserts technologiques qui font que les populations n'ont pas accès de manière égale à toute cette évolution. Mais néanmoins, il y a quand même des démarrages qui fonctionnent. Un exemple sur la chirurgie mini-invasive robotisée, aidée plus ou moins actuellement par l'IA, mais de plus en plus. Eh bien, actuellement, il y a avec l'équipe du professeur Maresco, on a créé un institut de recherche en chirurgie mini-invasive, robotisée, etc., au Rwanda, à Kigali, qui est un exemple extraordinaire, d'une part, de l'appétit des pays dits en développement, des pays pauvres, pour qu'ils puissent bénéficier eux aussi de la technologie chirurgicale ou médicale la plus avancée. Et en même temps, ce lieu-là, à Kigali, est un centre de formation interafricain qui marche très bien depuis 2 ans. Il y a eu plus de 2500 collègues venus de l'ensemble des pays d'Afrique voisins, aussi bien en francophone qu'anglophone, qui sont allés se former à l'IRCAD Africa. Et donc, ça veut dire que le processus est en marche et que, certes, on continuera de se battre contre la fracture nord-sud, la fracture de la pauvreté contre la richesse, les super firmes qui bloquent les logiciels, parce que ce qui est le plus cher dans le développement de l'IA, c'est l'intelligence, c'est les logiciels d'algorithmes et qui coûtent très cher. Mais ils sont, alors qu'il y a quand on a créé l'Internet était fait pour partager avec tous les résultats de la recherche. Et alors que c'était au départ une invention militaire, l'Internet. Eh bien, aujourd'hui, les logiciels sont bouclés et ils ne sont pas en open source. Donc, vous ne pouvez pas entrer dans le développement si vous ne payez pas. Donc, UNESCO, on a le droit de dire ça. On est là pour le partage libre de la connaissance, le partage pour tous, au bénéfice de tous. C'est le message que à l'UNESCO, à la Commission nationale française pour l'UNESCO, à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, c'est ce que j'essaye de dire. Nous organisons la bataille pour les logiciels libres, pour l'accès libre aux connaissances, pour la littérature grise, ouverte, non payante. Parce que si vous voulez entrer dans les revues américaines, il faut payer. Et si vos universités ne payent pas, vous ne pouvez pas avoir accès aux meilleurs articles. Donc, c'est un problème d'inégalité d'accès et donc d'inéquité dans le traitement des patients. Voilà, c'est important de se battre sur les principes mêmes
qui ont fondé l'UNESCO, c'est-à-dire le partage de la connaissance pour tous, libre et ouvert et gratuit. Merci. Oui, sans doute, c'est comme ça. Mais malheureusement, la limite de On n'y ce est pas. Malheureusement, on n'y est paradigme, pas. Albert, c'est que la technologie, ont besoin de la technologie, plus la connaissance et plus l'entraînement chirurgical ont besoin de la technologie et la technologie, ça coûte. Et c'est ça, on verra dans le futur comment se développent les projets de maréchaux en Afrique, car la formation des chirurgiens qu'ils vont, qu'ils vont à faire la chirurgie et dans un milieu qui ne sait pas peut-être ne sera pas le meilleur, et on verra cette expérience qui mélange la connaissance avec les mineurs technologies. Tout à fait d'accord. Muchas gracias, Luis. Merci. Merci. Et pour finir, je appellerai à nouveau, no se conectaron, no. Isabel Cornejo, il n'y a pas. No, Non, et Nathalie Nevergence, il n'y a pas. no parece tampoco. Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre connexion, Albert et Catherine. Et merci beaucoup à tous qui sont ici. Et on va finir la session.